Nous sommes à Tokyo, la mégalopole japonaise aux 13 millions d'habitants. Ici, tout semble démesuré. La ville est gigantesque, les buildings flirtent avec le ciel et les personnages de manga sont partout. Le Japon est un pays où se mêlent modernité et tradition. Et c'est pour découvrir ce mélange unique que Quentin et moi avons décidé d'y vivre durant une année. Je suis photographe et Morgane est journaliste spécialisée dans le numérique. Fan de jeux vidéo et de culture nippone, nous rendre au Japon était pour nous un pèlerinage obligatoire. De cette année passée au pays du soleil levant, on en retient des rencontres et des lieux incroyables. Ces lieux, nous allons justement vous les faire découvrir dans ce guide. En 3 jours, nous retournerons sur ces endroits qui nous ont marqués aux 4 coins de la capitale. Il y aura bien évidemment des salles d'arcade pour les gamers, des boutiques pour faire du shopping très rétro, nous goûterons à la gastronomie locale et nous assisterons à des spectacles comme on a peu l'habitude d'en voir chez nous. Tout ceci afin d'abreuver notre soif de culture otaku. Allez, c'est parti pour 3 jours de rêve à Tokyo. On commence ce guide par un quartier très animé de la capitale. Dès nos premiers pas, pas de doute, nous sommes bien au Japon. Il n'y a qu'ici pour voir des motos customisées avec des personnages de manga. Normal quoi. Ce quartier, c'est celui d'Akihabara, situé en plein cœur de la ville. C'est un lieu très touristique et chargé d'histoire, un musée à ciel ouvert où on peut aussi faire du shopping. Nous sommes chanceux car aujourd'hui, il est réservé aux piétons. En fait, le dimanche, pendant la journée, les routes sont fermées à la circulation, ce qui vous permet de profiter d'Electric Town à pied. Et ça, c'est vraiment génial. Akihabara, c'est un quartier qui s'est développé à la fin de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'on pouvait y trouver des pièces détachées pour fabriquer des radios amateurs, ce qui était interdit par l'occupant américain. Après, dans les années 80, c'est des boutiques d'électronique qui ont commencé à s'implanter, ce qui a donné le nom au quartier de Electric Town. Et puis après, dans les années 90, ça a été les boutiques d'informatique, puis les boutiques de jeux vidéo, et enfin ces fameuses boutiques de manga et d'animé qui sont arrivées vers la fin. C'est à peu près à cette même période que des magasins comme Animate se sont implantés dans le quartier et que vraiment le côté otaku, manga s'est développé. Il y a des grandes enseignes qui se sont implantées, comme Yodobashi, qui ont commencé à racheter un peu les petites échoppes, mais il reste quelques petits magasins indépendants. Voilà où se situe le fameux magasin, le Super Potato. Il se cache derrière cette enseigne qui ne paye pas de mine. Nous voici arrivés au Super Potato et on va aller voir un petit peu pourquoi tout rétro gamer qui se respecte va forcément passer voir Super Potato. Le magasin s'étale sur 3 étages. Au fil des rayons, nous remontons le temps. C'est toute l'histoire du jeu vidéo qui nous est racontée à travers ces reliques du passé. De l'Atari 2600 à la PlayStation, en passant par la Mega Drive ou la PC Engine, il y en a pour tous les goûts et pour tous les budgets. Alors je précise évidemment que tous les jeux ici sont en japonais. Ils sont en japonais et la plupart ne fonctionnent pas sur nos consoles européennes car elles sont zonées. Mais pas de souci, car Super Potato vend des consoles génériques qui permettent, elles, de lire les cartouches japonaises. Là, on a de la NES, de la Super NES, et on peut jouer aux jeux japonais et européens. Comme ça, on peut ramener tous les jeux qu'on veut à la maison. Ah, on a un Chrono Trigger dans sa boîte, Street Fighter, le jeu du film, donc c'est le film tiré du jeu, et ils ont fait un jeu tiré du film qui était tiré du jeu. L'incontournable GoldenEye 64. Voilà, c'est comment perdre tous ses amis. La Famicom 3D System. Alors ça, je ne sais même pas ce que c'est. On dirait des lunettes de réalité virtuelle. Là, on arrive sur un Oculus Rift, pardon, un Virtual Boy. Ça me faisait complètement rêver quand j'étais gamin d'avoir un Virtual Boy, de pouvoir jouer en 3D, etc. Même si on devait jouer qu'en noir et rouge, je m'en foutais, je voulais un Virtual Boy. Même s'il y avait que 4 jeux qui sont sortis dessus, je voulais un Virtual Boy. Même si on pouvait y jouer que 1 heure avant d'avoir des migraines atroces, je voulais un Virtual Boy. Et ben aujourd'hui c'est possible, parce qu'on peut encore acheter des Virtual Boy en boîte, parce que le machin s'est tellement planté qu'ils doivent encore avoir des cartons entiers de Virtual Boy. Au niveau des tarifs, alors c'est marrant parce que moi je trouve pas les tarots si scandaleux que ça, parce que là voilà, on est quand même sur des versions boîte à 1500, 2000 yens.
Bon, il y a quand même moyen de se trouver des beaux jeux, enfin des jeux rétro, des belles boîtes, sans forcément dépenser énormément d'argent. Mais les collectionneurs les plus hardcore auront aussi de quoi se faire plaisir. Là, c'est là où on arrive, c'est un peu la vitrine dans laquelle il y a tous les collectors. Donc là, on arrive sur des tarifs qui sont complètement délirants. On a un Vampire Hunter qui est à 37 000 yens. Et en dessous, on a de la Neo Geo, avec, j'ai vu tout à l'heure, du Metal Slug 3, j'ai vu du King of Fighter. Voilà, donc avec les fameuses énormes cartouches qu'on avait à l'époque sur la Neo Geo. Enfin, qu'on avait, que ceux qui avaient la chance d'avoir une Neo Geo pouvaient avoir. Et c'est les cartouches qui valaient le prix d'une Super NES à peu près. Donc c'était... Et là, ça doit être encore le cas, parce que le Last Hope, là, il est à 148 000 yens. Donc on est à quasiment plus de 1000 euros. À l'étage, on trouve l'ancêtre des salles d'arcade. Ici, c'est un petit peu particulier. Ils ont reconstitué ce qu'on appelait une dagashia. Les dagashia, c'est des sortes d'épiceries qui sont apparues à la fin des années 70, début 80. Ils vendaient plein de petites friandises à 10, 30, 40, 50 yens. Et c'est là qu'on trouvait les premières bornes d'arcade. Le succès des bornes d'arcade fut si grand que l'espace qui leur était dédié dans les dagashia a progressivement augmenté au détriment de l'espace accordé aux confiseries. Ou alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un volant pour Sega Saturn qui est gratuit. Le volant est dedans et voilà, prenez-le. Les objets gratuits, c'est génial, mais bon, ça reste rare quand même. Super Potato, c'est vraiment une super boutique. Seulement, ses tarifs ont tendance à augmenter avec l'afflux de gamers étrangers. Elle vaut quand même le détour car c'est presque un musée du jeu vidéo. Et pour du shopping moins cher, je crois que Morgane, t'as une super adresse, non ? Akihabara, c'est vraiment l'origine de toute cette culture. Mais c'est devenu vraiment trop connu. Si tu veux faire de bonnes affaires, c'est à Nakano Broadway qu'il faut aller et c'est là que je t'emmène. Moins connus que les autres quartiers de la capitale, les arcades de Nakano Broadway sont beaucoup moins fréquentées par les gaijins occidentaux et on peut facilement y faire de bonnes affaires. Alors voici Nakano Broadway. C'est une galerie qui s'étend sur plusieurs étages. Elle attire énormément de collectionneurs. On y trouve du neuf et surtout de l'occasion, et ce, à tous les prix. Les premiers à s'y être implantés sont les fameuses boutiques Mandarake. Il en existe aujourd'hui 12 réparties sur l'ensemble des étages. La première d'entre elles fut créée en 1981, il y a donc plus de 30 ans. Elle s'appelle Onten, ce qui signifie boutique principale. L'ensemble des boutiques Mandarake traitent de tous les aspects de la culture otaku, c'est-à-dire les mangas, les animés ou encore les jeux vidéo. Pour les découvrir, nous avons rendez-vous avec Yamamoto-san, responsable de la communication du groupe Mandarake. はい、こちらがですね、マンダラケ本店というお店です。で、こちら扱っているお店というのは、基本的にドラゴンボールとか、スラムダンクとか、少年が読むような漫画を基本的に扱っています。La majorité des clients viennent acheter des mangas, mais beaucoup d'entre eux viennent simplement lire dans la boutique afin de trouver de nouvelles séries à suivre. Les touristes ne lisant pas forcément le japonais, ils achètent rarement des mangas. Leur intérêt va donc davantage porter sur des artbooks ou des figurines. Et pour pénétrer dans cette boutique, il faut franchir une porte Mon, comme celle que l'on trouve dans les temples japonais. で、なんでこんな門を作ったかと言いますと、こちらの門を一個一個くぐっていくたびに現世の赤というのを落として子供の頃のピュアな気持ちに戻って、店内の方を楽しんでいただきたいという思いがこもっています。 Beaucoup ont connu les cartes à jouer qu'on s'échangeait pendant les récréations. Mais au Japon, il existe un marché très lucratif autour de ces cartes, qui va bien au-delà des cartes Pokémon ou Yu-Gi-Oh que nous connaissons en France. あんまりにも過熱すぎたんです。みんな子供がこれ目当てで、日本にブームが起きました。 Les prix flambent, comptez 24 € pour une simple carte Dragon Ball Z. 高いやつっていうのはもうありますし、ですね、いくつかあって、まず紙物なのでめちゃくちゃ傷みやすいんです。 Mais les pièces les plus rares des boutiques Mandarake se trouvent dans ce catalogue. こちらはですね、マンダラケが発行しているマンダラケ全部というオークションカタログです。で、こちらの方には2000点以上の商品が掲載されているんですけども、世界中のマニアや、美術館の人だったコレクターが参加するようなすごい世界規模で行われるオークションのカタログになります。中に載っている商品もものすごく貴重なものが多いです。 Le record lors de ces différentes ventes aux enchères fut une édition collector d'un manga de Tezuka Osamu, le créateur du célèbre Astro Boy, qui a atteint le prix de 5 millions de yens, soit 40 000 €.
Lorsque l'on voit le soin apporté par Mandarake pour sauvegarder ses produits, on comprend bien à quel point la pop culture est devenue un fait culturel majeur au Japon. Les enfants des années 70 et 80 sont devenus des adultes nostalgiques pour qui un manga, une figurine ou une affiche de film peut avoir une très grande valeur artistique ou financière. Nous allons voir qu'il existe même une station de métro dédiée à un personnage de manga. Mais avant d'y aller, allons déjeuner. Petite pause takoyaki dans les arcades de Nakano Broadway. Alors qu'est-ce que le takoyaki? C'est une petite boulette au poulpe grillé. C'est une spécialité d'Osaka et voilà, moi j'en suis dingue, vraiment. C'est super chaud. Le visage de la souffrance. Pour ceux qui se demandent ce que sont ces petits copeaux qui bougent tout seuls sur le dessus, c'est tout simplement de la bonite séchée. La bonite est un poisson qui, une fois séché, devient très dur. C'est pour cela qu'elle est servie finement râpée, un peu comme du parmesan. Le ventre rempli, on peut désormais quitter Nakano Broadway pour Takada no Baba. Alors nous voici à la station Takada no Baba. Elle est connue notamment pour ses peintures murales en l'honneur de Tezuka Osamu. D'ailleurs, quand vous arrivez en station, vous allez entendre la musique d'Astro Boy. C'est un hommage à ce père fondateur du manga. Takada no Baba. Gojōsha, arigatou gozaimasu. Proche de cette magnifique station se trouve notre prochaine destination, la salle d'arcade Mikado. On l'aime pour ses bornes vintage et parce qu'elle n'appartient pas à un grand groupe comme Sega. Et surtout, c'est la salle idéale pour se mesurer à de véritables hardcore gamers. Donc en fait, quand on rentre, le premier truc qu'on va trouver, c'est surtout des bornes de jeux de rythme, comme celle-ci. On a aussi du Kraken DJ, du Pop and Music, du Beatmania. Bon alors c'est pas trop la spécialité de la salle, mais en fait il faut savoir qu'en général, c'est vraiment avec ces bornes-là que les salles gagnent le plus d'argent. Donc du coup, c'est ce qui leur permet, je pense, de récupérer assez de sous pour acheter les bornes vintage qu'on va voir tout à l'heure. Mais avant d'explorer cette salle qui est gigantesque, allons à la rencontre de quelqu'un pour qui elle n'a plus de secret. こんにちは、私は、高田馬場芸生帝の店員の川島と言います。帝の特徴と言いますと、まずゲーム機は全部で200台ぐらいあります。200台以上置いています。最新ゲームではなくて古いゲームをかなり多く取り揃えております。 Et parmi ces jeux plus anciens, on trouve de véritables trésors. Voilà, deux gros classiques totalement indémodables, le Space Harrier et le Outrun. Des vieilles bornes d'époque qui sont vraiment dans leur jus, elles sont juste magnifiques. Et on a même un Metal Hawk, pareil, borne des années 80 avec le cockpit. C'est un jeu qui a eu énormément de succès et qui était une performance technique à l'époque. Du Darius 2 ici. Alors Darius avec 3 écrans, alors ça c'est fou. Bon alors le petit détail qui fait toute la différence dans ce genre de salle, c'est que vous voyez, en gros ils ont récupéré les fils du son et ils ont installé une petite prise de jack avec un potentiomètre. Ça vous permet de brancher vos écouteurs et de jouer en étant parfaitement concentré. Et ça n'a pas de prix. Et il y a aussi des bornes qui trichent un peu. Elles proposent bien des jeux anciens, mais elles ne sont pas d'époque. Ça c'est une borne multijeux, on a vraiment des grands classiques parce qu'on a du Pac-Man, on a du Xevious, on a du Galaga. Pas mal de bornes genre Capcom, Tecmo, dans lesquelles il y a plusieurs jeux de chaque éditeur. Ça c'est plutôt intéressant aussi. Mikado, c'est plus qu'une simple salle d'arcade, c'est avant tout une communauté de joueurs. お客様の客層ですと、古いゲームが多いので30代から40代のお客様がかなり多いです。 Une tendance qui est en train de changer, car le rétro gaming n'est pas la seule spécialité de cette salle. Mikado, c'est vraiment une salle qui est spécialisée dans le versus fighting. Donc vous allez avoir des grands classiques, les Street Fighter, le 2, le 3, le 4. Vous allez avoir quelques jeux un peu plus récents, comme des Tekken. Vous allez avoir du King of Fighter. Ah, il y a du Soul Calibur, tiens.
Moi j'aime bien Soul Calibur, hein, en fait. C'est assez bourrin, c'est assez facile à prendre en main. Du coup, quand il y a des gens qui viennent à la maison et qui ne sont pas forcément des gamers, c'est beaucoup plus facile d'avoir un combat fun que sur des jeux un peu plus exigeants comme du King of Fighters, etc. Mais parmi tous ces jeux de combat, il y en a un qui est beaucoup plus populaire que les autres. ミカドで今一番人気があるのは、最新作のギルティギア・イグザード、レベレーターという対戦格闘ゲームです。ただ最近ギルティギアを新しく始めた人とかもいますので、20代の人も若干増えてきます。 C'est donc grâce au dernier Guilty Gear que la salle a séduit toutes les catégories de joueurs, des plus âgés aux plus jeunes. Il faut dire que le jeu allie tradition et modernité, grâce à son gameplay 2D et ses graphismes à couper le souffle. On a l'impression de se retrouver face à un manga et non à un jeu vidéo. Et pour faire parler de la salle, les gérants ont eu la bonne idée de surfer sur la tendance qui prend de plus en plus d'ampleur. Je parle bien évidemment de l'e-sport. ミカドのイベントはほぼ毎日やっていまして、ギルティギア以外にも古い対戦格闘ゲームの大会をほぼ毎日のようにやってます。今ですとユーストリームとか配信サービスをして世界の方に向けてどんどんミカドを知ってもらおうとしてます。 Et donc il y a des gens qui viennent uniquement assister, il y a des commentateurs qui commentent le match, il y a une ambiance vraiment particulière, c'est un truc à voir, donc venez voir ça, c'est vraiment étonnant. Après cette petite visite à Mikado, on comprend mieux que dans ce type de salle d'arcade, le jeu vidéo est vraiment pris au sérieux. On le constate notamment à des petits détails comme l'installation des prises de jack ou au succès des tournois. Mais ce qui frappe également, c'est l'importance accordée au rétro gaming. Les bandes anciennes sont considérées comme des objets culturels dignes d'être conservés et pas comme de simples jouets. On sent une véritable volonté de transmission. Cela amène à se poser la question de l'origine des salles d'arcade au Japon. Et pour les découvrir, direction Odaiba. Bon bah ça y est, on est arrivé à Odaiba. Alors pour y aller, il y a deux solutions. Soit un bateau au départ de Shinbashi, soit une ligne de métro dédiée, la Rinkai Line. À l'origine, Odaiba, c'était une série d'îles artificielles qui avaient été fabriquées pour y installer des batteries d'artillerie. Le but, c'était de protéger l'entrée de la baie de Tokyo. C'est assez ironique parce qu'aujourd'hui, c'est plutôt un endroit qui est dédié à l'amusement. On va y trouver par exemple des hôtels, des commerces, des salles de jeux et d'arcade. On va même pouvoir y faire du windsurf. Voilà, à Odaiba, il y a beaucoup de salles d'arcade. On peut citer par exemple la Round One ou la Joy Police de Sega. Mais là où je t'emmène, c'est la Ichome Playland. Tu vas voir, c'est une salle qui est assez particulière. Alors voilà, on arrive à Ichome Playland. Donc ici, vous allez le constater, c'est un peu l'autre endroit où on peut trouver ces bornes vraiment vintage. On est sur de la borne fin 70, début 80. Hein. C'est vraiment quelque chose, c'est presque des pièces de musée. Hein. Un musée qui tranche radicalement avec l'ambiance de la salle Mikado. Ici, tout est flashy et très coloré. On ne vient pas dans cette salle pour se confronter aux meilleurs joueurs de la capitale. En effet, l'originalité de Ichome Playland se situe ailleurs. こんにちは、一丁目商店街アポロの普天間と申します。こちら一丁目プレイランドは、2002年、レトロゲームが、100台、以上揃っている日本でも。 Au premier abord, rien de très impressionnant puisque la salle Mikado possède 2 fois plus de bornes. Oui, mais là, les machines de Ichome Playland sont encore plus anciennes. Ne cherchez pas d'écran, la plupart en sont dépourvus. On a un très vieux jeu de voiture aussi, donc là l'idée c'est que y a un tapis qui déroule et puis en utilisant le volant, on va essayer de suivre ce tapis avec sa voiture. Donc là on est sur le grand papy des jeux de course, hein, c'est un truc... On a un flipper Lord of the Ring, on a un flipper Harley Davidson. Par contre, alors je sais pas ce qui s'est passé, mais alors c'est vraiment la tête des persos. Alors je sais absolument pas comment ils ont été faits. Mais genre Chun-Li, elle a pris quelques années. Personnellement, je la reconnais pas des masses.
On a Ken et Blanca qui se ressemblent énormément. On dirait qu'il y a juste un color swap entre les deux. Même Ryu, hein, il a l'air beaucoup plus américain que japonais maintenant. Des personnages japonais au look américain dans une salle japonaise, il y a de quoi se poser quelques questions. Et c'est encore plus étrange quand on observe les flippers les plus anciens de la salle. Des vieilles voitures américaines, du baseball, une surfeuse blonde à forte poitrine et de la Formule 1. Des flippers tout droit sortis d'une base militaire américaine des années 70. Un petit mot aussi sur la déco générale du lieu. Ils ont vraiment cherché à reconstituer l'ambiance des années 70-80. On peut regarder au sol, on a du damier qui rappelle un peu les diners. Il faut savoir que les Américains ont occupé le Japon entre 1945 et 1952. De cette occupation, le pays a gardé des traces, des souvenirs que l'on retrouve dans certaines des machines présentes ici. Alors ici, on a encore d'autres adaptations un petit peu anciennes de jeux de sport. On va avoir du golf. Alors celui-là n'a pas l'air évident, hein, parce qu'en fait, on peut tourner son personnage et envoyer sa balle. Et le trou se déplace. Là, ce qui est quand même pas évident. Là, on a une petite adaptation de jeu de basket. On va pouvoir déplacer son personnage et doser la force de son tir. Alors oui, des machines mécaniques qui reprennent des sports américains, cela vend peut-être moins de rêves que le dernier Guilty Gear. Mais les bornes de Ichome Playland ont un sacré argument pour elles. 中でも人気がありますのは子供から大人まで楽しめる10円ゲームです。10円でプレイができまして、パチンコのように10円を弾いてきまして最後当たりが出るとお菓子と交換となります。 10 yens, soit environ 1 centime d'euro. C'est presque rien. Et c'est même 10 fois moins cher qu'une partie à Mikado. Bon, c'est vrai aussi que les machines sont beaucoup plus vieilles. Mais on vient à Ichome Playland comme on viendrait visiter un musée. Et là, c'est vraiment un espace dans lequel les adultes vont venir avec leurs enfants pour leur montrer à quel jeu ils jouaient quand ils étaient gamins. Voilà, évidemment, on a les fameuses bornes en table cocktail, hein, donc à plat, avec un Space Invader dans son jus. Donc là, vraiment, alors ce qui est rigolo, c'est que la manette, elle est placée de manière quasiment verticale. C'est vraiment à l'ancienne, donc c'est aussi ça qui est intéressant pour venir essayer des vieilles bornes, c'est de voir de quelle manière on y jouait. La volonté de transmettre cette partie du patrimoine culturel est donc bien visible dans cette salle. Et cette volonté témoigne de l'attachement des Japonais à leur pop culture. Il y a autre chose qui est vraiment à voir quand on est à Odaiba, c'est le Diver City. Alors c'est un centre commercial, mais il est surtout connu pour la grande statue de Gundam qui est derrière moi. C'est une réplique grandeur nature et en plus à certaines heures, elle va s'animer, elle va bouger, faire de la lumière, faire même un petit peu de fumée. En plus, dans le Tokyo Diver City, on a un musée qui est dédié au fameux mecha. Le Gundam est toujours présenté dans la série animée comme une arme, une machine de guerre futuriste, mais au fonctionnement réaliste. Pourtant, il est devenu le symbole du jouet par excellence. Il est notamment devenu la franchise la plus rentable de Namco Bandai grâce à la vente des maquettes. Cela fait étrangement écho à la fonction de l'île d'Odaiba, qui est passée de base militaire à centre de loisirs à ciel ouvert. Enfin, n'oubliez pas de passer dans les toilettes du Diver City pour essayer ces étonnants urinoirs, malheureusement réservés aux hommes. L'île d'Odaiba est très représentative de la restructuration de la société japonaise durant les années 80. Aux préoccupations militaires se sont succédées une volonté de s'amuser et un besoin de s'enrichir. On constate également l'importance grandissante prise par la culture populaire. Les salles d'arcade sont à présent au centre d'un phénomène de transmission générationnelle et les séries animées envahissent la vie quotidienne par un merchandising tous azimuts. Cette vue incroyable, on peut la voir depuis la tour Fuji de l'île d'Odaiba pour 7 € seulement. On vous conseille d'y aller à la nuit tombée pour le coucher de soleil vraiment incroyable. Et cela permet en plus de savourer le train de nuit. Cette omniprésence de la pop culture s'illustre aussi par la place prépondérante prise par le manga dans la vie culturelle de Tokyo. Et pour s'en rendre compte, il faut visiter l'un des bâtiments les plus emblématiques de la ville. C'est au cœur de la Tokyo Tower qu'est installée depuis le printemps 2015 une exposition permanente dédiée à l'univers du manga One Piece. Son ouverture a fait l'événement. Il faut dire que le manga d'Eiichiro Oda s'est vendu à plus de 300 millions d'exemplaires, détrônant au passage Naruto du titre de manga le plus populaire au Japon et en France.
L'exposition se déroule sur 4 étages. On peut y découvrir des attractions, des shows live, un restaurant, mais aussi des boutiques vendant des goodies exclusifs. Et nous y voici. Dès l'entrée, on est accueillis par Luffy et Chopper, et en grandeur nature en plus. Ticket validé, c'est parti pour 2 heures de visite. Si les plus fans seront en terrain connu, les moins fans seront malgré tout subjugués par la beauté des animations de chaque installation. On peut notamment citer ce panneau interactif. Lorsque je touche un personnage, sa phrase fétiche s'affiche. Une immersion qui donne envie de se mettre au manga. Pour la suite de l'exposition, c'est assez cool parce qu'on tombe sur le reste de l'équipage en grandeur nature qui est en train de festoyer, de s'amuser. Et ce qui est plutôt sympa, c'est d'imaginer faire des petites photos justement avec eux. Au niveau supérieur, on trouve différentes attractions inspirées de chaque personnage. On commence avec ce train fantôme inspiré du personnage de Brooke. C'est du grand n'importe quoi. Ça ne fait pas très peur, mais l'ambiance est quand même très bien réussie. Ok. Ok. Je gère la situation. Bon, pour mon plus grand plaisir, il y a encore des miroirs. Ok, c'est pas là. Voilà. C'est pas là, c'est là. Bon, ben on vient juste de sortir de la maison hantée de Brooke. C'était une sorte de train fantôme. On a vu plein de personnages un petit peu zombifiés qui ont essayé de nous faire peur. Mais très sincèrement, on a beaucoup plus rigolé qu'autre chose. Bon, là, on va voir l'attraction Zoro. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais rentrer dans une salle et je vais devoir découper des boulets de canon et à la fin, je vais devoir affronter un boss. Après cet échec cuisant, nous nous rendons au show live de la tour One Piece. Sur le chemin, je fais quelques rencontres assez originales. Hey, hey! Please, kill me! Mais tout ça n'est rien comparé à ce qui nous attend dans la salle de spectacle. Nous sommes accueillis par une chauffeuse de salle survitaminée. Elle laisse place aux différents personnages du manga. Les effets de projection sont très réussis, on en prend plein les yeux. Le clou du spectacle ? Lorsque notre chauffeuse de salle nous demande d'agiter un bâton lumineux afin d'invoquer les bons esprits qui aideront les héros à triompher du mal. Ça y est, je suis définitivement fan de One Piece. Avant de partir, Quentin et moi passons à la boutique de goodies, qui, je le rappelle, sont exclusifs à cette exposition. Puis, nous passons par la cafétéria, qui sert des plats tout droit sortis du manga. L'immersion est totale. En sortant de cette exposition, on se rend bien compte de l'importance de la culture otaku dans l'imaginaire collectif des Japonais. Que ce soit le Gundam géant d'Odaiba qui fait penser à une idole, ou l'exposition One Piece dans une Tokyo Tower transformée en véritable temple, on se demande si l'on n'a pas affaire à une nouvelle mythologie.
Et si cette mythologie otaku possédait ses prêtresses, c'est sans doute dans un maid café qu'il faudrait aller les rencontrer. La nuit tombe sur Tokyo. Après cette longue journée, direction Shibuya pour un autre restaurant un peu particulier. Si vos deux passions dans la vie sont Mario et les soubrettes, alors ne cherchez plus, car nous avons l'endroit qu'il vous faut. Made the dream. On y va. Ça commence bien. Donc voilà. Une petite carte histoire de se mettre dans l'ambiance. Mais un quart d'heure plus tard, je n'ai toujours pas fait mon choix. Tellement de choix en fait là. 決まったらメイドちゃんに向かってにゃんにゃんって呼んでください。よろしくお願いします。失礼いたします。どうぞ。にゃんにゃん。かわいい。ありがとうございます。にゃんにゃんしてください。よろしくお願いします。 Donc voilà, on vient juste de me poser un serre-tête sur la tête et pour appeler la serveuse, je suis obligée de faire gnan gnan. Donc je dois miauler pour appeler une maid. Donc voilà, ça y est, je me lance, je vais commander un plat en faisant gnan gnan. Gnan gnan. Ça n'a pas marché, c'est affreux. Gnan gnan. Gnan gnan. Hi. À peine remise de mes miaulements, je commande une omelette et un cappuccino. Mais ma maid commence par m'apporter le cappuccino. Non, non, pas d'erreur, nous sommes juste au Japon. Elle l'agrémente avec un joli chat. Mais pas le droit de boire quoi que ce soit avant d'avoir prononcé une formule censée améliorer le goût de ma boisson. Je m'attendais pas trop à ça. C'est bien. Ensuite, mon omelette arrive. Cette fois-ci, elle utilise du ketchup pour dessiner un petit hibou. Si vous pensiez avoir tout vu dans ce Made Dreaming, alors regardez bien le spectacle. Du 100% Made in Japan. Avant de partir, nous tenons à poser quelques questions à notre soubrette. はい、こんにちは。はじめまして。メイドリーミー渋谷店のしおりんって言います。よろしくお願いします。その中ですごい忙しい日本とかにとって癒される空間とか、なんだろう、可愛いって全力で楽しんでもらえるような空間になってます。 Si tout semble naïf et merveilleux, il y a quand même quelques règles à respecter dans ce café. メイドさんに触ってしまうとメイドさんが溶けてしまいます。からもですね、勝手にお写真を撮ってしまうとまたメイドちゃん溶けちゃったりとかですねしてしまうので気をつけてください。あとはですね、なるべくいつもの現実のお国のことは考えないようにメルヘーにニャンニャンってしてくれたら嬉しいです。 Bon ben voilà, ça y est, on y va. Arigatou gozaimasu. お客様ご出国です。ありがとうございました。 Bye bye. C'était intense, à l'air de rien, parce que ça partait dans tous les sens. C'était vraiment chouette. Et franchement, rapport qualité-prix, ça va. Je m'en suis tirée à peu près pour 4000 yens. Voilà. J'invite ceux qui voyagent au Japon de faire celui-là parce que la thématique est très sympa et que ça change des autres Made Dream un petit peu plus simple, on va dire. Voilà. Et c'était vraiment chouette. À peine remis de nos émotions, c'est parti pour un cabaret un peu spécial.
vais t'emmener au Robot Restaurant. C'est vraiment le cabaret le plus dingue de la capitale. Il a été ouvert en 2012 dans Kabukicho, c'est le quartier chaud de la capitale. Et il aurait coûté la bagatelle de 10 millions de dollars. C'est un truc exorbitant. Alors ça y est, on est devant l'entrée du Robot Restaurant. L'entrée, c'est 7 000 yens. Il faut rajouter à peu près 1000 yens pour un bento. Ça peut être une certaine somme, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a vraiment aucun équivalent au Japon, voire à mon avis dans le monde. Donc ça vaut le coup. Dès l'entrée, le ton est donné. Là, on reconnaît un décor assez bucolique, avec beaucoup d'animaux. Donc je pense que ça va être un spectacle assez reposant, assez doux, très zen, je pense, dans l'ambiance et dans la déco. Hein. C'est dans cette salle déconseillée aux personnes épileptiques que sont invités les spectateurs à attendre avant le début du spectacle. Nous discutons avec un employé du Robot Restaurant. 2012年7月の18日に設立されて今現在行っている最中です。はい、今は1日4回公演を行っております。ロボットは、普通のステージでは30体以上。はい。ただいろいろなところでどんどんロボットはありますので、その他他のところにも300着以上保管してあります。毎日毎日細かなところも変われば大掛かりにでっかく変わるのもあるんですけども、多分ペースですよね。どれぐらいでショーが変わっていくっていう。On trouve de tout dans ce spectacle, même cette calisssie revisitée à la sauce japonaise. Toute ressemblance avec le personnage de Game of Thrones serait fortuite.様々日々変わるんですけども、お客様をゆっくりさせない、なんていうのかな、エキサイティングなショー、クレイジーって言われるような、面白いショーなので、休憩はないと思ってもらいたいと思います。でもあります。Dans le nom Robot Restaurant, il y a les mots robot et restaurant. Bon, ok, les robots, on les a vus. Mais que trouve-t-on au menu? Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque entracte, on propose de la bière et des pop-corn. Donc je pense que ça doit être ça le menu officiel des robots. Et comme nous sommes au Japon, pendant l'entracte, c'est distribution de petits bâtons lumineux. Morgane, arrête de danser, le spectacle va reprendre. C'est reparti pour un tour, avec toujours plus de robots, de combats, de danseuses et de magie. Un mélange bien dosé, comme seuls les Japonais savent les faire. Donc voilà, c'est la fin du spectacle, on est en train de sortir. C'est vraiment une heure de folie furieuse. Hein. On a vu des robots se battre à coups de laser, se lancer des missiles. Il y avait des danseuses partout qui sautaient. Voilà, c'était... très très bizarre, mais vraiment si vous n'avez pas peur de perdre quelques neurones avec genre des lumières qui clignotent de partout, de la musique très très fort, etc. C'est vraiment un truc à essayer, voilà, faites-le une fois dans votre vie quoi. C'est une journée bien remplie qui s'achève. Il va me falloir un bon lit avec un bon matelas pour me remettre de toute cette marche et de ces émotions. Ça tombe bien car nous sommes près de l'hôtel Grace 3. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais c'est normal, car il a été inauguré au printemps 2015. Sa particularité, il est habité par Godzilla, le monstre préféré des Japonais. Il protège cet hôtel design et raffiné, qui propose des chambres classiques, parfaites pour se reposer après une soirée agitée au Robot Restaurant, mais aussi des chambres thématiques sur Godzilla. Attention, pour les intéressés, il faut penser à réserver quelques semaines à l'avance pour être sûr de passer une nuit avec le fameux monstre. Après une nuit reposante et une petite balade matinale dans le quartier de Shinjuku, nous repassons une dernière fois à l'hôtel afin d'admirer Godzilla sous toutes ses coutures. Il est à la fois beau et très effrayant. Morgane, oui. Hier j'ai remarqué que les robots du cabaret t'avaient bien plu. C'est pourquoi aujourd'hui je t'emmène dans une boutique qui permet de créer le sien. Super! Et c'est où? Dans le quartier d'Akihabara, celui où l'on avait découvert les boutiques de jeux vidéo.
Tu sais, je t'avais dit que pendant la guerre, c'était le quartier où on pouvait trouver des pièces de contrebande pour fabriquer des postes de radio. Aujourd'hui, la guerre est finie, mais c'est toujours là que l'on vient se fournir en composants électroniques. Dans les vieilles arcades de l'ancienne Electric Town, là où on peut encore trouver des pièces de radio et d'électronique, il y a une boutique un peu plus récente que j'affectionne tout particulièrement. アルバイトの江川と申します。こちらのお店は、ロボットアイルというお店です。おもちゃのロボットから本格的なホビーロボットまで、さまざまなロボットを取り扱っています。 Alors le concept de cette boutique, c'est la vie avec les robots. Donc la vie avec les robots, ça regroupe beaucoup de choses. D'abord, on va trouver tout ce qui va être des petits jouets autour de la robotique avec une pile. Donc il n'y a pas vraiment de capteur dedans, c'est assez simple. On va avoir ici, assez rigolo, un petit R2D2 qui fonctionne avec une télécommande qui ressemble à un sabre laser. Et voilà, il fait des bruits, il se déplace, c'est super rigolo. On va avoir également, qu'on voit ici, d'autres robots un tout petit peu plus évolués qui sont des robots télécommandés. Alors la boutique a été fondée en 2005 par une maison mère qui s'appelle RT Company, qui, eux, fait de la robotique de manière un peu plus générale. Ils vont faire de la recherche sur des robots. Ils ont développé plusieurs modèles de robots à eux. Et donc la boutique, ça leur permet à la fois de distribuer des pièces, mais aussi de faire de l'information. Et donc de partager tout le savoir, parce qu'il faut savoir que la robotique, c'est un milieu qui est très très collaboratif, notamment parce qu'on utilise beaucoup de logiciels libres pour la programmation, on utilise du Arduino, on utilise du Raspberry Pi, et donc c'est important d'avoir un lieu dans lequel les passionnés puissent venir s'échanger des astuces, s'échanger des informations, voire parfois aller trouver des pièces auxquelles ils n'auraient pas pensé. Donc voilà, on va pouvoir se faire la main sur de la programmation, voilà, les kits Raspberry Pi 2, Raspberry Pi, qui sont vraiment pas chers en plus. Hein. On voit le Raspberry Pi à 3000 yens, ça fait genre 25 €. Enfin, je veux dire, là-dedans, il y a la puissance d'un ordinateur, on peut mettre un émulateur à l'intérieur, enfin, c'est vraiment génial. On a ce petit robot qui est en fait utilisé pour des personnes en état de solitude. C'est une sorte de gros Tamagotchi en peluche avec un robot à l'intérieur, qui va parler, qui va bouger, qui va demander de l'attention. Et surtout pour aider des gens qui sont en état de solitude à avoir une compagnie, à s'occuper de quelque chose. Et des gens qui ne sont pas forcément capables d'avoir un animal parce que c'est assez compliqué d'avoir un animal au Japon, notamment dans les appartements. C'est très dur d'avoir un chien ou un chat, il faut des autorisations spéciales du propriétaire. On va pouvoir trouver des kits aussi pour fabriquer des plus gros robots comme J-Robot ici, comme le KHR3HV. Alors je remarque aussi qu'ici on a carrément des plaques d'aluminium, donc ça c'est pour ceux qui ont la capacité d'usiner de l'aluminium pour fabriquer leurs propres pièces. Ils vont pouvoir se fournir ici. この場所柄、入門者が結構多いです。初心者入門者。それからもともとの本格的なホビーのロボットを使うお客さん、あと、駅から近いので秋葉原に来られる外国人のお客さんが結構お見えになります。 Allez, il est temps de dire au revoir aux robots et de partir pour une visite plus spirituelle. Direction le Kanda-myojin. Alors au Japon, dans tous les quartiers, il y a un temple. Celui d'Akihabara, c'est le Kanda-myojin. C'est un vieux temple shinto qui date de 730. C'est vrai que la plupart des gens qui viennent à Akihabara, ils pensent pas spécialement à visiter un temple. Pourtant celui-là, il a un petit truc en plus. Alors c'est un temple assez classique, un temple shinto comme il y en a beaucoup au Japon, mais il y a quand même une petite particularité qui fait qu'on reconnaît que c'est à Akihabara, c'est que les ema, qui sont les tablettes de bois sur lesquelles vont être inscrites des prières, sont décorées aux couleurs de personnages de manga. Alors que la nuit tombe sur les hauteurs d'Akihabara, nous continuons nos déambulations, non sans avoir accroché une tablette censée nous apporter la bonne fortune. C'est déjà la dernière nuit de notre voyage. Quentin et moi avons un peu de mal à trouver notre prochaine destination.
Mais ce n'est pas grave, car c'est un véritable plaisir de se perdre dans ce quartier éclairé par les néons des grands magasins. Il se dégage une ambiance cyberpunk à la Blade Runner ou Akira. Bon, ça va faire un petit moment qu'on marche maintenant. J'ai besoin d'une petite pause, donc je vais t'emmener dans un bar très sympa qui s'appelle le Game Bar Ableton. Il se trouve dans le quartier d'Akihabara. Si contrairement à nous, tu ne te perds pas dans les rues, tu pourras t'y rendre rapidement après une visite du Kanda Myojin. Ça y est, il est là, le Ableton Bar. On a un petit peu déambulé dans les ruelles d'Akihabara, même on se serait cru à des moments un petit peu dans Double Dragon, mais ça y est, on est devant et la devanture, elle déchire. Alors nous voici arrivés, c'est super étroit. Et juste sur son panneau en liège, on peut voir les cartes de visite de toutes les personnes qui sont passées dans le bar. Aボタン店長の長峰と申します。よろしくお願いします。はい、うちのお店はとても狭いお店なんですけど、人のゲームが好きな人同士のコミュニケーションを取る場所ですよね。例えばゲームの話をしたり作ったんですか？こう考えたんですか？そうですね。まず僕の持ってるゲーム機であるとか、お店オープンする時に少し買ったりしたものもあるんですけど、いろいろゲームがたくさんあるゲームマニアの友達の家みたいなね。Donc qu'est-ce qu'on a là? Une Game Boy Pocket et une Game & Watch Donkey Kong. Et ça, c'est cool. Alors, je sais pas si on verra à l'écran, là, mais elle marche. そうですね。どうしてもゲームバーっていうと、ゲームを遊びたいっていう方が多いんですけど、ちょっといろいろ日本は法律的な問題があって、当然遊べるお店もあるんですけど、ちょっとうちのお店はゲームで遊ぶっていうことが。Le patron super sympa vient juste de me ramener un joystick un petit peu particulier, puisqu'il s'agit de celui de Takashi Meijin, l'homme qui appuie plus de 16 fois par seconde sur le bouton. Donc c'est complètement dingue et on peut voir là qu'il a été même dédicacé. Donc de ce côté, des objets collector comme celui-ci, le bar en compte des dizaines. C'est pourquoi il est vraiment sympa de venir les découvrir tout en buvant une des nombreuses bières japonaises proposées sur la carte du Ableton Bar. ここだけ気をつけてもらえれば、だいたい英語わかる人とかもお店には何人かいたりしますんで大丈夫だと思います。Notre voyage touche presque à sa fin. Il nous reste un peu de temps et assez de place dans nos bagages pour nous permettre un dernier moment shopping. Parfait pour dépenser nos ultimes yens. Alors ce soir, on a beaucoup de chance parce que normalement, le magasin il est fermé à cette heure-là. Et ils nous l'ont ouvert exceptionnellement pour qu'on puisse voir un petit peu ce qu'on peut y trouver. Animate, c'est une chaîne de magasins de manga. Il y en a plusieurs dans le Japon. On peut citer notamment Mandarake. Et ici, c'est une boutique qui a été créée justement plutôt pour des clients étrangers. La boutique est très bien fournie. Les goodies vont de la maquette à la papeterie, en passant par les t-shirts. L'autre chose qui est intéressante dans cette boutique, c'est qu'au-delà de proposer des produits dérivés, ils vont aussi proposer des mangas traduits en anglais. Alors c'est vrai que moi, par exemple, je parle pas japonais, donc je voulais pouvoir ramener un manga. Et ça m'embêtait de ramener un manga que j'étais pas capable de lire. Du coup, là, c'est super de pouvoir trouver des mangas traduits en anglais. Globalement, je pense qu'il y en a à peu près pour tous les goûts. Il y a de quoi vraiment ramener des choses. Bon alors, Akihabara, c'était aussi connu dans les années 90 pour ses manga cafés, c'est-à-dire que c'était des endroits dans lesquels on pouvait payer à l'heure et accéder à une bibliothèque en libre service. Aujourd'hui, ça a un peu disparu, les derniers qui restent, ils servent plus d'hôtels aux gens qui ont raté leur métro et qui du coup vont passer la nuit en payant un endroit pour s'allonger à l'heure au lieu d'aller prendre une chambre ou un capsule hôtel. Mais pas question pour nous d'aller dormir. J'ai une dernière adresse à te faire découvrir. Au cœur du quartier de Roppongi se trouve une petite échoppe dédiée à l'univers de la série de jeux vidéo Dragon Quest. Le Luidas Bar a mis le paquet pour que les fans de la saga soient comblés. Bon bah alors super déco Dragon Quest, on voit des épées, les armures des personnages, on a des petits slimes là. Voilà, on est très très vite dans l'ambiance. Nous sommes accueillis par le maître des lieux, le chef Takahashi.
Arigatou gozaimasu. La serveuse nous installe et nous sert une boisson que je ne connaissais pas. D'accord, pas de problème. J'ai touillé mes noix de coco et mon jus d'ananas, c'est très très bon, c'est très frais. Le Ludas Bar, c'est pas uniquement de la déco, hein, parce que c'est vrai que ça, des bars à thème à Tokyo, il y en a pas mal. C'est surtout qu'en fait, il y a une vraie gastronomie, c'est-à-dire que le chef, il a vraiment passé du temps à essayer de concevoir des plats qui sont à la fois des plats qui, au niveau du look, ressemblent à des petits personnages, mais en plus, il a vraiment cherché à faire des recettes particulières. Là, je vais regarder un petit peu ce qu'il me propose. Il y a un menu en anglais. Mais comme dans tout jeu vidéo qui se respecte, toute récompense se mérite. C'est pourquoi il existe un plat qui ne figure pas sur la carte. メニューを注文していただけますとこちらのポイントカードプレゼントいたしましてこちらのポイント25ポイント全部貯まるとこちらの大きなメダルと交換ができます。こちらの大きなメダルじゃないと手に入らないのがこちらの伝説のハニートースト。実はこちらですね当初普通のオーダーメニューになるはずだったんですけどもあまりにもクオリティが高いということで、制作者の堀井裕二先生も大変気に入っていただきましてこちらのメダルではないと手に入れられないレアなアイテムとなりました。 Tant pis, il faudra revenir pour le toast légendaire au miel. Et moi, je me console avec cette petite chose toute mignonne. On m'a apporté un petit slime violet, donc c'est à la patate douce. Et je vais voir qu'est-ce que j'ai pour le manger. J'ai une cuillère, parce qu'à mon avis, avec des baguettes, je sens que ça va être... ça me paraît ambitieux, quoi. J'ai pas envie de l'abîmer, en fait. C'est un peu le problème avec la nourriture mignonne. Je vais essayer de l'attaquer par derrière pour pas abîmer son petit visage, là. Bah ouais, j'aime bien, ouais. J'aime bien la patate douce. Après, au niveau de la texture, elle est un peu différente de celle que j'ai l'habitude de trouver, mais elle est très agréable. On poursuit avec ce dessert au brownie. Bon, je sais pas si on le reconnaît, mais c'est le même. Hein. C'est compliqué à manger parce que ça colle, c'est slimeux, quoi. Regardez, hop. Ah voilà. Non seulement c'est fun, mais en plus c'est bon. Et ça ne gâche rien. Nous sommes vraiment charmés par ce petit restaurant atypique de la capitale japonaise. Avant de nous saluer, le chef nous explique que la carte sera peut-être différente lors de notre prochaine visite. Car pour lui, son restaurant est comme un personnage de jeu vidéo. Il évolue en gagnant de l'expérience. はい、お店がオープンした時にこちらレベル今6なんですけども当時オープンした時はレベル1だったんですねで、メニューが、リニューアルするたんびにレベルがどんどん上がっていきまして今レベル6なんですねで、レベルアップになりますと、なくなってしまうメニューもありますのでこちらになくなってしまうメニューに関しましてカウントダウンイベントというのをやりまして、なくなるメニューに関しましてはレベルポイントが2倍つくというイベントをやっていますでまた、夏休み、ハロウィンクリスマスそういった、季節のイベントに応じまして限定メニューも提供してます Tous ces menus spéciaux sont autant de bonnes raisons de revenir ici. Le Ludas Bar fait partie de ces nombreux bars à thème qui s'inspirent de la culture populaire, comme le Ninja Akasaka ou le Capcom Bar. Ces endroits n'utilisent pas juste le nom des franchises populaires pour attirer des fans, mais sont tenus par de véritables passionnés qui se donnent beaucoup de mal pour transposer leurs univers favoris dans des plats originaux et de qualité. Ce sont aussi des endroits idéaux pour rencontrer d'autres amateurs et échanger avec eux. Une manière de prouver que, malgré les apparences, Tokyo est une ville où s'inventent constamment de nouvelles sociabilités. Nous voici arrivés au terme de notre périple à Tokyo. Ce voyage nous a permis de mieux comprendre une pop culture que nous croyons pourtant déjà bien connaître. Nous avons constaté qu'elle tire ses racines dans l'après-guerre et les années 70, années encore marquées par l'influence de l'occupation américaine. Ces dernières ont vu l'émergence des salles d'arcade et d'animés devenus cultes. Le développement économique nippon des décennies 80 et 90 a permis au manga, aux jeux vidéo et à la high-tech de se développer et de rayonner depuis le quartier mythique d'Akihabara. Ainsi, en 2015, nous constatons que cette culture otaku est devenue incontournable dans les grandes villes. Elle marque l'architecture, notamment tokyoïte, et le merchandising la rend incontournable dans le quotidien des Japonais. On note aussi des allers-retours de plus en plus fréquents entre la culture traditionnelle et cette nouvelle mythologie populaire. Il s'est ainsi joué au mythique théâtre Kabukiza, une pièce reprenant l'histoire de One Piece dans le style kabuki. Mais bien que le terme otaku fasse référence à des adolescents renfermés sur eux-mêmes et sortant peu de chez eux, de nouvelles sociabilités ont émergé, ouvrant cette culture au monde extérieur. Ce phénomène accompagne la généralisation mondiale des cultures geeks dans leur ensemble.
Enfin, un petit conseil pour ceux que ce City Guide aura convaincu de visiter Tokyo. Si la plupart des ouvrages proposent de découvrir le Japon à la fin mars, au moment de la Nami, sachez que c'est la période la plus demandée et donc la plus onéreuse. Le mois d'octobre est une excellente alternative bien moins chère. La température est idéale, les érables rouges n'ont rien à envier aux cerisiers en fleurs. Et la fête d'Halloween est devenue un événement majeur de la vie tokyoïde. Et le plus étonnant, c'est que les Japonais le préparent pendant tout le mois d'octobre. Et ce n'est pas un, mais plusieurs défilés qui sont organisés dans la ville. Croyez-nous, fêter Halloween dans le pays des rois du cosplay, ça vaut vraiment le détour. On vous laisse donc sur ces images qui devraient définitivement vous convaincre de prendre vos billets.